bienvenue dans le ZCL. Aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 14 h. On va recevoir parmi nos invités donc Sabrina Robin qui est sur le plateau, qui est présidente de la commission tourisme au conseil départemental. Avec vous, on parlera du Noël en famille, donc une manifestation qui aura lieu le 14, donc samedi prochain. On recevra aussi Liliane Piquion et Florence Laporte, donc qui est donc vice-présidente de la commission développement économique et soutien aux filières innovantes et commerçantes pour Florence Laporte. Elles parleront de comment faire face aux difficultés. Ensuite, on recevra donc Gilbert Coco, guitariste, musicologue, écrivain, et il sera question d'un concert, donc quartet Gilbert Coco, et on fera avec Marilène Ferdi le bilan des rencontres de l'audiovisuel en Guadeloupe qui ont eu lieu en novembre dernier. Au niveau de l'actualité, on parlera de l'inauguration du vol Caribbean Airlines, donc une façon de renforcer la connexion avec nos îles voisines grâce à l'arrivée officielle de cette compagnie. Il sera aussi question du président de la CANBT qui a réagi au communiqué de la CRC concernant donc le rapport donc de la Chambre régionale des comptes. Il sera aussi question du marché de Noël Cacado, donc cette tradition festive qui anime la commune de Vieux Habitants avec l'ouverture du marché de Noël. On parlera aussi artisanat avec l'inauguration du village artisanal intercommunal ADE, donc un nouveau pôle dédié à l'artisanat qui voit le jour pour permettre l'attractivité culturelle et économique de cette zone et de la région Guadeloupe. Et on terminera avec le village Baudelamais de la Carle qui a ouvert ses portes. Donc un espace dédié à la valorisation du littoral et des traditions maritimes locales. On va commencer avec le premier sujet, donc l'inauguration du Airline, donc ce nouveau réseau aérien qui va permettre de desservir nos îles voisines et d'offrir de nouvelles opportunités de mobilité pour les voyageurs. On voit un reportage d'Olivier Moradel sur cette inauguration. Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe se félicite de cette belle collaboration avec la compagnie Caribbean Airlines qui, pour nous, contribue à un développement touristique qui permettra à notre archipel de se développer dans toute sa globalité avec les îles anglophones. C'était un chaînon manquant dans l'interconnexion entre les différentes îles des Caraïbes. C'est une liaison qui va se réaliser entre deux des grands pôles économiques, Trinité et Tobago, la principale économie de la CARICOM, et la Guadeloupe. C'est également un moment pour connecter les populations, le même amour de la musique, le même amour de la nature, le même amour de la gastronomie. Je crois que les populations Trinité et Tobago et de la Guadeloupe avaient tout pour se connecter. Et enfin, j'espère qu'il y aura également une démultiplication des échanges et académiques. Il y a un excellent pôle universitaire en Guadeloupe et il y a une très bonne université à Trinité et Tobago. Il faut profiter maintenant de toutes les opportunités que cette ligne aérienne ouvre désormais pour le développement des deux îles. Voilà donc une nouvelle initiative qui va permettre un véritable pont entre nos cultures caribéennes et favoriser les échanges économiques et culturels. On va revenir sur la réaction du président de la CANBT concernant le communiqué de la Commission régionale des comptes, un bilan globalement positif mais qui soulève quelques interrogations. On voit un reportage d'Olivier Félix qui a recueilli la réaction du président. Nous sommes très sereins par rapport à ce communiqué, puisqu'il faut rappeler que la CNBT gère 3 budgets. Donc le budget principal qui correspond à 90% de l'activité de la CNBT, celui du transport et également budget eau assainissement. La Chambre régionale des comptes nous a demandé pour le budget transport une créance que nous avons sur la région de plus de 6 700 000 € de passer une provision de ce montant. Alors qu'il y a un procès en cours, sans même attendre le procès, ils nous ont demandé de passer cette provision, ce qui crée ses conséquences sur les comptes, sur le compte administratif. Il faut rappeler que ce sont des sommes qui ont été perçues
depuis très longtemps par la région, depuis les années 2013, 2014, 2017, et qui n'a pas été reversé aux communautés d'agglomération. La CNBT, mais y compris les autres communautés d'agglomération. Donc, première chose, il y a un procès en cours, donc nous sommes très confiants pour que les choses puissent se régulariser. Deuxième action, c'est que la Chambre régionale des comptes demande de considérer une perte par rapport à la gestion de la régie des eaux, puisque la ville de Sainte-Rose avait une régie et qui est largement déficitaire, je crois plus de 12 millions, et la Chambre régionale des comptes nous demande de prendre en considération 2 millions d'euros pour une période suite au transfert. Là aussi, nous disons que ce sont donc des provisions qui doivent être passées sur des créances antérieures au transfert de la CNBT et qu'il n'y a pas eu de véritable concertation sur le qualificatif de ces créances. Donc là aussi, il y a une démarche qui est en cours. Mais ce que je voudrais rassurer tout le monde, c'est que ce sont donc des écritures comptables qui vont impacter sans aucun doute les résultats tels que cela a été annoncé, une correction du compte administratif. Mais à la date d'aujourd'hui, la trésorerie de la CNBT est de plus de 9 millions d'euros et qui est vérifiable au niveau donc, des services. Voilà, donc il reste encore des défis à relever pour maintenir un équilibre budgétaire tout en développant le territoire. On va commencer à parler du Noël en famille avec Madame Robin, qui est donc la présidente de la commission tourisme au conseil départemental. On lance le générique et on revient tout de suite. Donc, bonjour Madame Robin. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Avec grand plaisir, vous êtes ici pour nous parler du Noël en famille, donc un événement qui aura lieu le 14 décembre. L'objectif de cet événement, quel est-il ? Mais écoutez, le Noël en famille est porté par la commission tourisme du conseil départemental. C'est la deuxième édition, nous en avions eu une précédente l'an dernier. Il se tient sur le site de la Mahaudière, qui est un site historique d'Anse-Bertrand, qui tend vraiment à être connu. C'est un site qui fait partie notamment de la boucle du Nord Grande Terre. Donc l'objectif, il est prioritairement touristique, c'est-à-dire donner de la visibilité à nos savoir-faire locaux qu'on peut trouver sur le territoire à travers les différents acteurs qui seront exposants. Il y a aussi un objectif de faire découvrir le patrimoine culturel du site de la Mahaudière. D'accord. Donc, ça va contribuer au développement touristique et économique de la région, ce type d'événement. Alors, c'est vraiment pouvoir profiter de la période de Noël pour créer un événement qui met en valeur nos acteurs locaux. C'est vrai que ce n'est pas le seul marché de Noël, il y en a beaucoup, il y en a même de plus en plus. La particularité, c'est le lieu qui est choisi. Site de la Mahaudière, il appartient... Pourquoi vous l'avez choisi, ce lieu ? Alors, on l'a choisi justement puisque c'est un site, vous savez qu'il y a quand même une histoire, c'est une ancienne habitation qui date, je crois, du XVIIIe siècle. Il y a eu l'histoire de l'esclave Lucile, qui est une histoire où c'était une esclave qui avait été jugée, mais qui à défaut justement. Et il y a eu tout un procès, le procès de l'esclave Lucile, notamment sur la journée du 14 décembre. Il y aura une visite de l'habitation Mahaudière qui sera proposée par David Laporal, qui est le directeur du Musart, où il va, à partir de 9h30, faire les visiteurs qui le souhaitent visiter l'habitation et parler justement de tout le contexte historique, culturel et notamment l'histoire du procès de Lucile. D'accord, donc ça permet de valoriser aussi notre histoire, notre patrimoine. Je vois qu'il y a une promenade à charrette à Cabri, donc pas à Bœuf, mais à Cabri. À Cabri, c'est un peu original, mais c'est aussi une façon différente de pouvoir découvrir l'habitation et puis de valoriser notre patrimoine. Cabri, c'est aussi le patrimoine de la Guadeloupe. Tout à fait, donc ça fait partie des nouveautés de cette édition. Est-ce que vous en avez d'autres de prévues ? Alors, les nouveautés, c'est autour de... Alors, sur les exposants, nous avons plus d'une centaine d'exposants qui répondent. Certains qui étaient déjà présents l'an dernier, des nouveaux qui vont rejoindre la manifestation.
Des nouveautés quant à l'implantation du site, puisque c'est vrai que l'année dernière, nous sommes au mois de décembre, parfois il y a des pluies. Nous avions eu quelques pluies, ce qui a pu gêner les exposants, notamment ceux qui étaient un petit peu plus au nord du site. Donc là, nous avons revu le plan d'implantation, nous avons revu les chapiteaux, avec notamment un parquet pour que tout le monde puisse être à l'aise et que ce soit mieux accessible pour tous. Nouveauté en termes d'animation. Nous avons maintenu la Casa Papa Noël, mais là, nous aurons l'animation par carré tropical avec des jeux traditionnels qui seront proposés pour tous, petits et grands, tout au long de la journée. Des animateurs avec Dina Dynamique et Aimus en fin de journée. Des prestations musicales avec plusieurs coups de tambour sur la journée. Et puis un plateau artistique que nous proposons en début de soirée pour clôturer à partir de 21h avec un grand chanté Noël. Donc, une animation qui va durer à partir de 9h, c'est ça? Et toute la soirée jusqu'à... Tout à fait. Alors, le rendez-vous est à 9h, donc l'ouverture du marché 9h avec une prise de parole. 9h30, nous avons la visite des stands avec Dina Dynamique pour présenter un petit peu Comment tous ceux qui sont là. Comment vous avez choisi les artisans qui exposent? Il y a eu un appel à candidature qui a été lancé sur les médias, notamment sur Canal 10, sur les réseaux sociaux. Et ce sont les exposants eux-mêmes qui ont postulé à travers le site du conseil départemental. C'est très simple, hein, un formulaire à remplir, un règlement intérieur avec des pièces à fournir, bien entendu. Et la sélection se fait sur ce que proposent les exposants. C'est-à-dire que nous avons vraiment fait le choix de garder ceux qui proposent de l'artisanat local. Donc c'est vraiment divers et varié. Il y a des bijoux artisanaux, il y a des vêtements, il y a tout ce qui est production locale, que ce soit en termes d'agriculture, mais aussi de l'agrotransformation, tous les produits autour de Noël. Il y aura aussi ceux qui proposent des produits à consommer sur place, puisque l'objectif c'est que les personnes qui font le déplacement à Anse-Bertrand puissent rester toute la journée. Toute la journée, donc le repas est prévu sur place. Ils pourront acheter de quoi se sustenter, à boire et à manger sur place, parce qu'il y aura des food trucks présents. Et puis, c'est aussi l'occasion de valoriser la culture, donc des auteurs qui souhaitent être présents et qui vont présenter un peu leurs ouvrages. Très bien. Et du coup, on peut faire ses courses de Noël, en fait, c'est ça l'idée? C'est le but, les cadeaux de Noël. Bon, vous savez, nous sommes dans une situation où nous parlons de la vie chère, nous parlons de cette nécessité de soutenir tout ce que nous produisons localement pour soutenir l'économie locale. Eh bien, pourquoi pas cette année profiter du Noël en famille pour faire ses achats et puis ses cadeaux de Noël en valorisant nos artisans locaux et puis nos productions. Donc c'est la deuxième édition. Quels ont été les retours de la première édition de la part à la fois artisans mais aussi du public que vous avez? Écoutez, on a eu d'un côté les artisans, c'est vrai qu'à part l'épisode des pluies, mais bon finalement qui a été quand même géré, les artisans l'an dernier étaient contents parce qu'ils avaient beaucoup vendu sur la journée. Ils étaient contents de la relation qu'ils avaient eue avec les prestataires du conseil départemental, puisqu'ils ont été quand même bien encadrés, bien guidés sur le déroulement de la journée. Je rappelle qu'on met à disposition les stands gratuitement, parce que nous avons cette possibilité, et puis c'est vraiment pour permettre à tout un chacun qui ait plus ou moins de moyens de pouvoir participer à la journée. Et ça, puis nous bien, avions... les gratuitement, c'est quand même, on va dire, tout bénéf pour les artisans qui participent. C'est ça, c'est un effort que nous faisons, mais en contrepartie, nous leur demandons aussi de participer aux animations que nous pourrons mettre en place, de ne pas hésiter à prendre la parole pour se faire connaître. Du côté des visiteurs, nous avions été agréablement surpris l'an dernier, puisque première édition à Anse-Bertrand sur un site qui est peu connu, la Mahaudière, nous avions eu quand même plus de 4000 visiteurs et une moyenne de plusieurs centaines de visiteurs en flux continu sur la journée. Donc vraiment très agréablement surpris. Pourquoi le refaire sur le site de la Mahaudière? C'est vrai qu'en fin de journée, l'an dernier, la population d'Anse-Bertrand, quand on leur a posé la question, ils ont dit c'est absolument, on le refait sur le même site l'an prochain. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est dit qu'on maintenait, puisque ça avait été un franc succès. Et ça permet aussi de valoriser cette belle commune d'Anse-Bertrand du Nord-Grande-Terre aussi. Vous pensez que est-ce que ça contribue à valoriser, on a dit le territoire d'Anse-Bertrand, mais bon, c'est une journée, j'imagine qu'il y a d'autres activités qu'il faudrait mettre en place, mais ce type d'événement, l'idée c'est de pouvoir les multiplier, en fait, c'est ça?
c'est de pouvoir les multiplier. Donc, nous en avons plusieurs autres, notamment la commission culture du conseil départemental qui fait le Fort en famille. Il y a eu Fort en jazz très récemment ce week-end. Donc, autant d'événements qui essaient de valoriser toutes les communes. Et puis, vous le savez, moi qui viens d'une petite commune de la Désirade, j'ai vraiment à cœur que ce soit toutes les communes sur tout le territoire qui puissent avoir cette visibilité. Il faut dire que nous avons un partenariat avec l'ensemble des offices de tourisme intercommunaux sur cette manifestation, pas que celui du Nord Grande Terre. Tous les offices sont invités à venir. Nous avons un stand qui leur est réservé afin de valoriser soit des acteurs de leur territoire, soit valoriser leur territoire en lui-même. L'an dernier, Marie-Galante, l'office du tourisme de Marie-Galante était présent. Avec la CNGT, nous avons un partenariat un peu plus étroit sur cette manifestation, puisque, bien entendu, ça se déroule sur leur territoire. Et l'objectif sur les éditions prochaines, ce serait de développer des packages qui valorisent quand les personnes viennent sur le week-end, mais qui puissent aussi rester, dormir et profiter du dimanche sur le Nord Grande Terre. Intéressant. Du coup, on peut y aller comment? Il y a un parking, il y a au niveau des facilités d'accès. Est-ce que vous avez mis des actions en place par rapport à ça? Bien entendu, donc nous sommes en partenariat avec la commune d'Anse-Bertrand, la police municipale, pour tout ce qui est aspect sécuritaire, balisage, et le fait de revoir le plan d'implantation a fait qu'il y aura un parking beaucoup plus grand que celui de l'an dernier qui sera disponible. Il y a aussi des possibilités de se garer. C'est vrai que la circulation des voitures n'était pas un souci l'an dernier, ça s'est très bien passé. Ça devrait encore mieux se passer puisqu'il y a plus de places de parking. D'accord, donc Noël en famille, donc c'est un événement familial. Est-ce qu'il y a des spécificités d'animation prévues avec les aînés, par exemple, ou avec les enfants, ou bien c'est comment ça va se passer au niveau, on va dire, intergénérationnel? Alors pour les enfants, on aura la Casa Papa Noël à l'entrée du village, qui se veut vraiment une maison traditionnelle avec les traditions de Noël. Et puis pour le tout public, vous avez Carré Tropical qui sera en charge. Il y a plusieurs activités prévues avec des lots à gagner vraiment pour tout le monde. Et on veut vraiment que l'ensemble des stands soient accessibles, d'où le cheminement que nous avons mis en place sur le site, d'où le parquet que nous avons mis également sous chaque chapiteau. Et donc, on va terminer avec un show artistique chanté Noël, donc Candida aussi, qui sera présent, et aussi un plateau, donc je vois Chris, Ridla, Loïc Amboulé, donc à partir de... C'est ça, on a dit que c'est pour toute la famille. Toute la famille. Donc, on peut terminer sa journée tranquillement sur le site de la Mahaudière avec des artistes, pas des moindres, des artistes guadeloupéens. Chris, qui en plus a le vent en poupe vraiment ces jours-ci, Ridla et Loïc Amboulé. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, tous ceux qui le souhaitent, qui aiment ces artistes, sont des artistes qui sont connus et reconnus et dont je salue le travail d'ailleurs. Et puis ensuite, on termine en douceur avec Candida dans la tradition et la chaleur de Noël. D'accord, donc rendez-vous donc le 14 à partir de 9h à la Mahaudière. Je vous souhaite un bel événement à ne pas rater manifestement. À ne pas rater, puis surtout ne venez pas seul et prévoyez votre journée parce qu'il y aura de quoi faire. D'accord, merci beaucoup Madame Robin. C'est moi, merci, bonne journée. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure donc avec Liliane Piquion et Florence Laporte. On parlera de comment faire face aux difficultés. On revient tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le ZCL, donc pour la deuxième partie. On va recevoir tout à l'heure Madame Florence Laporte qui est déjà sur le plateau, donc qui est commerçante. Elle va nous parler des difficultés en tant que chef d'entreprise, notamment avec ses boutiques qu'elle a, et on parlera de ces difficultés sur comment rebondir les entreprises, comment rebondir en cas de difficulté, et notamment avec cet événement qui aura lieu le 11 décembre où elle prendra note justement des différents conseils qu'on pourra délivrer lors de cette conférence. On va revenir sur l'actualité et notamment parler du marché de Noël, du Noël Cacado, donc qui a eu lieu sur Vieux Habitants, donc un Noël qui s'installe pour tout le monde, un événement festif qui met à l'honneur les traditions locales et artisanales à travers un espace de convivialité, et Olivier Félix était parmi eux. On revoit cet événement qui a permis une rencontre avec des exposants et des visiteurs comblés.
Le Noël Cacador, comme vous le savez, d'ici l'année prochaine, va fêter ses 30 ans. Mais dès sa création en 1995, c'est une manifestation, c'est un événementiel qui s'inscrit au cœur d'un processus de développement économique. Et ça prend tout son sens ce soir avec ce marché de Noël. Ça veut dire que dans les premières éditions, il y avait 5 crèches qui étaient itinérantes dans chacune des sections. Aujourd'hui, pour des raisons de charge de travail et de charge financière, il n'était pas possible sur cette édition 2024 de faire une édition, une crèche dans chaque section. Mais avec ce marché de Noël, nous initions à Géry, avec la crèche de Navarenne-Marigot la semaine prochaine, le 13 et le final au bout, on reprend cette démarche de passer dans chaque quartier et de rappeler aussi qu'autour de ça, il y a une vie, il y a un développement économique, il y a la production agricole qui est mise à l'honneur, celle du terroir abissois, café en nous, cacao en nous, tous ces bitins-là qui a fait né en nous aussi, là nous avons parlé en tant que habitants, eh bien, nous allons mettre ça plus devant et Cacador là pour ça aussi. Là, je trouve des tomates Guadeloupe et que j'aime bien puisque je ressens tout de suite le goût. Et ce genre de manifestation permet justement d'être au plus proche des agriculteurs de la région. Je m'efforce de manger local. C'est vrai que parfois les prix ne sont pas toujours abordables, mais on essaie au plus d'aider les agriculteurs parce que si nous n'achetons pas, eux non plus, ils ne pourront pas vivre. Donc, j'essaie le plus que possible. Et dans ce genre de manifestation, on trouve toujours de bons prix aussi. Donc, il faut vraiment y venir. Ça s'est très bien passé. Il y avait du monde. En ce moment-là, les gens recherchent des poches. Par exemple, citron, coco. Et produits, c'est par exemple la poudre à Colombo, les 4 épices pour faire le boudin. Le concept il est formidable puisque ça permet à tous les artisans de se mettre en avant, de présenter leurs produits et que le public permet les artisans de vendre, de faire un chiffre d'affaires. Les produits qui sont recherchés, ça c'est plus les produits qu'on ne connaît pas forcément et avec un petit peu de tradition comme la confiture de goyave ou sinon vous avez la confiture de jamblon qui est un produit qu'on ne connaît pas forcément mais qui fait partie de la famille des allégamons. C'est un régulateur et un booster donc idéal pour la fin des fêtes après avoir qu'on ait pris un peu de détox. Voilà, donc Noël s'installe tout doucement, mais on parle aussi de difficultés et de vie chère avec donc notre invitée qui est sur le plateau, donc Florence Laporte, commerçante. Vous êtes créatrice de l'entreprise Anti-Flow Distribution et vous avez 2 enseignes, une sur Pointe-à-Pitre et une sur Jarry. Et vous venez nous parler des difficultés qu'on peut avoir en tant que commerçant, notamment justement avec la vie chère et tout ce qu'on a pu avoir comme difficultés, le blackout, enfin voilà, on va faire un petit retour sur votre parcours déjà dans un premier temps, et savoir qu'est-ce qui vous a amené à l'entrepreneuriat et qu'est-ce que vous avez en tiré de positif par rapport à ça déjà dans un premier temps. D'accord, bonjour donc à tous les auditeurs de Canal 10. Alors, il faut savoir que je suis fille de commerçant, mais je ne me prétendais pas du tout devenir commerçante un jour parce que j'ai vu mes parents beaucoup souffrir par rapport à ça. Ça demande énormément de travail, c'est vraiment c'est de l'esclavagisme. On est parti une fois dans ma vie, dans ma jeunesse, une fois en vacances. C'est tout ce que j'ai connu puisqu'il fallait toujours travailler. C'était tout le temps à flux tendu. Et donc, c'est par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée commerçante puisque j'allais me suicider. Et puis, finalement, il y a eu quelque chose, un fait qui a fait que j'ai été conduit vers un pasteur et puis de là, j'ai commencé à grandir dans la foi et j'ai vu que Dieu m'ouvrait toutes les portes pour pouvoir acquérir ce commerce puisqu'il m'a fait rencontrer 2 personnes qui m'ont permis justement de rentrer dans ce commerce alors que j'étais interdit bancaire. Et là, pour moi, c'était la grande surprise. Et donc, la grande aventure a commencé donc à la rue Schellcher, c'était 2 sous discount à l'époque, que j'ai changé ensuite en 2 sous Chic Choc. Et donc, ça fait 22 ans maintenant que je suis commerçante à Pointe-à-Pitre. J'ai déménagé l'établissement à l'angle de la rue Schellcher et la rue Barbès pour essayer de me donner un petit peu plus de visibilité. Et donc, j'arrive à me maintenir. Voilà. Donc, 22 ans quand même d'existence. On va parler des points positifs déjà de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire, de réaliser et à travers, vous parlez comme une forme de salut à travers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire dans votre vie, le parcours ?
Alors, surtout de découvrir la difficulté que c'est que d'être un chef d'entreprise, parce que contrairement à ce que l'on peut penser, on ne gagne pas de l'or tout de suite. Et encore, même si on reste dans le long terme, on n'en gagne pas non plus forcément. J'ai passé beaucoup de mois à faire des salaires extrêmement bas. J'ai appris il y a 7 ou 8 ans de ça que les nouveaux pauvres en France, les nouveaux pauvres travailleurs étaient les commerçants, c'est-à-dire à peine 500 € de salaire par mois. Donc ça a été une belle aventure parce que je me suis découverte, moi, dans mes capacités en fait entrepreneuriale, savoir comment il fallait organiser, être à même de pouvoir gérer toutes les problématiques que j'ai rencontrées. Quels sont les défis que vous avez rencontrés justement en tant que commerçante? De faire surtout les bons choix dans les achats, puisque si on fait de mauvais choix, on ne vend pas correctement. Et c'est une boucle, hein. On fait de bons achats, on offre on fait une belle offre à nos clientes, donc elles peuvent consommer comme il faut, et puis je peux racheter davantage, etc. etc. Donc c'est toujours très sensible en fait dans le choix de nos achats. Surtout moi, dans mon métier, comme je vends de la lingerie, je me suis spécialisée en bonnet profond. Je vais du bonnet A au bonnet K, enfin O en français. Voilà. Donc, quand j'achète une référence, on avait vu avec un fournisseur, une référence, je peux avoir 60 tailles différentes. Donc, on n'a pas droit à l'erreur parce que ça coûte cher. C'est un stock conséquent et donc, voilà. Mais vous trouvez des acquéreurs, j'imagine, quand même. Enfin, oui, bien sûr, mais je me rends compte, il a fallu qu'au fil du temps, j'apprenne à faire des tableaux, qu'avant de faire mes commandes, je fasse des statistiques de quelle taille se vendait le mieux, etc. Pourquoi, essayer de comprendre. Et donc, non, c'était un vrai challenge par rapport à ça, puisque l'entreprise m'a permis d'évoluer dans tout ce qui est statistique, de bien planifier mes commandes, toute ma gestion. Voilà, puisque je n'ai pas fait d'études particulières. Je suis rentrée comme ça du jour au lendemain. Donc, voilà, on apprend sur le tas en fait. Donc vous avez dû adapter du coup votre entreprise au marché et aux consommateurs. Absolument, c'est là consommatrice en l'occurrence. Oui, consommatrice, oui, c'est là où j'ai vu effectivement les besoins qu'il y avait et donc j'ai trouvé des fournisseurs qui me permettaient justement d'offrir une gamme pour mes clientes, autant en maillot de bain qu'en lingerie. Est-ce que vous pensez que ça manque d'accompagnement pour les entrepreneurs qui démarrent sur comment justement réaliser ces statistiques, s'adapter au marché? Est-ce qu'il y a un accompagnement réel qui est fait? Je pense que oui, maintenant, il y a des formations de gestion. La CCI propose ces formations. Donc, les entrepreneurs maintenant ont plus d'outils, je dirais, qu'il y a 25 ans ou 20 ans ou 30 ans. Donc oui, il y a quand même plus d'informations. Pour autant, c'est quand on est dans le commerce que l'on voit vraiment les grands besoins, quoi. Être chef d'entreprise, c'est être pragmatique. C'est au jour le jour, c'est au quotidien, on apprend à se retourner, à faire avec ça, avec ou sans. Et donc, voilà, je pense que oui, il y a matière à faire maintenant pour être un peu plus performant, optimiser un peu plus ses chances de réussite. D'accord. Quels sont les défis actuels auxquels vous êtes soumis? J'imagine que post-Covid, il y a eu un réajustement à faire, mais on a aussi nos événements, on va dire, sociaux, qui malheureusement, on est obligé de s'adapter aussi. Actuellement, quelle est votre principale difficulté? Alors effectivement, la conjoncture n'est absolument pas favorable, c'est complètement délétère, on est pour la plupart à l'agonie. Moi, j'ai perdu énormément de chiffre d'affaires sur Pointe-à-Pitre pour diverses raisons, mais en règle générale, c'est vrai que la conjoncture nationale et mondiale, mais bon, nationale avant tout, ne nous permet pas de... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste pour l'avenir. Le Covid, évidemment, nous a fait un grand mal, et puis les derniers problématiques de mouvements sociaux, la grève EDF a pu en achever quelques-uns. Il faut savoir qu'en France, on est déjà à plus de 60 000 entreprises TPE qui ont fermé durant les 6 premiers mois. C'est quand même assez conséquent. Pour cette année-ci? Pour cette année-ci, voilà. C'est quand même un petit peu en augmentation. Je crois que c'est à 7 ou 8% d'augmentation. Il faut savoir que ces chefs d'entreprise, quand ils se retrouvent donc à fermer leur entreprise, ne sont pas assistés ni par le RSA, ni par le chômage. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font. Malheureusement, la plupart se suicident. Ça, on entend
n'entend jamais parler. On a entre 1 à 2 personnes par tous les 2 jours qui se suicident, un peu comme les agriculteurs. Hein. C'est pas quelque chose qui nous est rapporté parce qu'évidemment, ça fait un peu grabuge, quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, on s'est retrouvé complètement pris en otage par rapport à ces mouvements sociaux, par rapport à une crise aussi mondiale, puisque les gens ont commencé à moins consommer. Moi, depuis l'année dernière, j'ai vu vraiment la perte de chiffres, oui, énorme depuis 2 ans maintenant. Vous l'avez évalué, enfin, oui, bien sûr, puisque je suis mes chiffres, j'ai des tableaux, donc je suis mes chiffres, je sais très bien où j'en suis et la perte monétaire que j'ai. Par rapport à ça, on injecte moins d'octroi de mer à la région. Je ne peux plus donner les primes que je donnais à ma collaboratrice, donc elle-même, c'est pareil, elle ne consomme plus de la même façon. Comme je ne peux plus acheter de la même façon, mes fournisseurs aussi en Europe ont moins d'apports, et pour tout le monde, ils ont eu, dans mon secteur, on est énormément de petits commerces à avoir fermés aussi, parce que c'est très difficile. Est-ce que du coup, vous sentez vraiment cette difficulté plus sur Pointe-à-Pitre ou sur Jarry, ou bien c'est identique, quelle que soit la boutique que vous avez en fait? Alors un peu plus sur Pointe-à-Pitre que sur Jarry, parce qu'à Jarry, il y a quand même la possibilité de se garer un peu plus facilement. Sur Pointe-à-Pitre, c'est devenu vraiment un gros problème, puisqu'il y a eu des aménagements urbains qui ont été faits, qui sont relativement favorables à Pointe-à-Pitre, mais pour autant qui nous ont desservis, puisque voilà, nous avons perdu énormément de places de parking. Il est vrai qu'il est nécessaire pour une ville de pouvoir avoir une fluidité, notamment quand il y a des problèmes de feu, puisqu'on a eu ce cas de figure à plusieurs reprises. Il faut savoir quand même qu'il y avait à l'époque des bouches d'incendie qui étaient défectueuses. Les camions ne sont peut-être pas adaptés. On pourrait peut-être envisager d'avoir des camions plus petits pour venir au secours des communes en fonction de leurs difficultés. Donc voilà, il y a quand même des possibilités. Oui, il y a quand même des possibilités. Par contre, je voudrais revenir un petit peu sur la problématique du blackout et de toutes les coupures que nous avons eues intempestives. Oui. Moi, je suis assez remontée par rapport à ça. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous les chefs d'entreprise qui voudraient bien prendre le mouvement avec moi. Je donne mon numéro de téléphone 06 90 93 08 78 parce que je voudrais monter une association pour pouvoir porter plainte contre EDF. Pourquoi? Parce que j'ai ici une délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 21 janvier 2021 qui fait savoir qu'à la page 149, il y a un mécanisme de pénalité pour les coupures longues. D'accord. Et que donc, si nous rassemblons, si nous faisons une plainte collective, nous aurons certainement gain de cause parce que ça nous a énormément impacté. Mais on en a parlé justement juste après le blackout. L'association, parce que j'imagine qu'il y a une association de commerçants sur Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous avez fait cette démarche ensemble? Alors, je ne suis plus dans cette association, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait. Je sais que la CCI a lancé un sondage qui, pour moi, est resté un sondage puisque on nous a demandé donc notre perte de chiffre d'affaires, qu'est-ce que nous sommes assurés, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui a été fait de ces questionnaires. Je ne sais pas du tout. J'ose espérer, j'ai demandé au président sur le moment, justement, puisqu'il était interviewé à Pointe-à-Pitre, est-ce qu'il va lancer un recours contre EDF et contre l'État, parce que je suis aussi très remontée contre l'État, malheureusement, parce que j'estime qu'à partir du moment où on donne un couvre-feu, un soir à 19h, très peu de temps, donc les gens n'ont pas eu trop de temps pour se retourner. J'estime que l'État aurait dû savoir que si vous donnez un couvre-feu, déjà, c'est peut-être pas 19h, il faut laisser le temps aux gens de se préparer, parce que la plupart des gens, maintenant, ont des plaques électriques. Moi, j'étais obligée de sortir parce que c'était intenable chez moi. Et quand je suis sortie, j'étais sur Sainte-Anne, toutes les petites roulottes, toutes les familles attendaient avec des enfants, c'était la période scolaire. De vacances scolaires. Donc, comment on peut demander à une population de rester enfermée chez elle sans avoir les moyens de donner à manger à leurs enfants et sans donner les moyens de sécuriser la population? Si on met un couvre-feu, moi je suis d'accord pour qu'on puisse sécuriser, mais à ce moment-là, il faut se donner les moyens. Si on sait qu'on n'a pas les moyens de sécuriser sa population, il vaut mieux peut-être éviter de faire certaines choses et de prendre certaines décisions. Parce que là, l'État est, à mon sens, a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé, notamment au commerce de Pointe-à-Pitre. D'accord. D'où le lancement que vous faites de rejoindre
coalition, on va dire, pour faire une démarche commune. Oui, parce que le tribunal administratif serait très preneur de ce genre de demande, parce que les prérogatives de l'État, c'est de pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes. Et là, en l'occurrence, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même eu un décès. Oui, tout à fait. On ne peut pas laisser ce mort. Quel est le prix d'un être humain actuellement? Quel est le prix d'un être humain actuellement? C'est pas possible. Cette famille qui a vu son mari ou son frère, non, moi franchement, je trouve ça insupportable. On a Madame Piquion au téléphone, il me semble-t-il. On va peut-être avoir... Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes présidente de la commission, vice-présidente, pardon, de la commission développement économique et soutien aux filières innovantes. Je ne sais pas si vous avez entendu Madame Laporte parler éventuellement des difficultés qu'elle a pu avoir donc suite notamment au Black Art, mais de façon générale post-Covid sur la période de perte de chiffre d'affaires qu'elle a pu subir. Est-ce que vous souhaitez réagir à cette remarque, enfin, à ces interrogations? Bien sûr, et je comprends et j'adhère tout à fait à ce que Madame Laporte a présenté comme difficulté. Nous sommes en difficulté. Pourquoi? Dans le cadre du blackout dont elle a parlé, des grèves, des problèmes de l'eau, de l'électricité, il y a déjà un vrai sujet, surtout pour les très petites entreprises. Alors nous, à Cap Excellence, nous avons mis en place un certain nombre d'outils, dont un dispositif très important qui est celui de l'accompagnement des entreprises porté par la direction innovation et accompagnement donc des entreprises, un programme d'action que nous avons appelé Cap Business afin de permettre justement aux entreprises d'avoir accès à des professionnels en capacité de leur apporter des éléments de réponse sur les thématiques différentes et contemporaines, imprévisibles parfois dans un contexte économique complexe. D'accord. Donc, le Cap Business, comment ça va se dérouler, en fait? Alors, afin de mettre l'accent sur la prévention, la communauté d'agglomération Cap Excellence a fait le choix d'accompagner les entrepreneurs en difficulté en leur permettant de s'informer sur les dispositifs mis à leur disposition à travers un réseau d'experts. Pardon. Il existe des mesures d'accompagnement destinées aux entreprises en difficulté et ce sont les institutions et les professionnels qui demeureront mobilisés afin de permettre aux entreprises de sauvegarder leur outil de travail et les emplois qui y sont liés, puisque faire face à ces difficultés, c'est important et nous avons à cœur d'optimiser justement ces conseils, ces préconisations et ces actions que nous pourrons mettre en place ensemble. Donc, il y aura des experts sur place. Je vois que mercredi, donc, vous organisez on va dire, séminaire qui est dédié aux entreprises en difficulté. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir des entretiens personnalisés ou bien ce seront juste des conférences avec... Ce sont de vrais ateliers. Des vrais ateliers, d'accord. D'échanges. Où je vais intervenir, où Madame Pommier, la directrice décernée à l'innovation et l'accompagnement des entreprises, va également intervenir. Nous ferons en premier lieu un point sur la situation économique de la Guadeloupe avec des intervenants tels que l'INSEE, tels que l'IEDOM, la CCIG, le Conseil régional, l'association des 60 000 rebonds, justement, qui commencent à avoir une belle expérience sur le sujet et donner des clés avec tous les partenaires pour que ces petites entreprises ou ces moins petites réagissent, puisque nous avons vu que ces temps-ci, il y a même des grandes entreprises qui sont en difficulté et qui déposent le bilan. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Comment peut-on comprendre que depuis le début de l'année 2024, il y a 100 entreprises qui ont déposé le bilan? Et le national, évidemment, c'est important aussi, 60 000 entreprises, très petites entreprises surtout. Ça veut dire qu'il y a une vraie difficulté qui est nationale, qui est locale, à laquelle nous devons apporter des réponses, en tout cas les encadrer,
si nous apprécions qu'il y ait énormément de projets en cours, énormément de réalisations avec des idées très novatrices, des entreprises qui décollent et qui peuvent faire face aux difficultés, nous ne devons pas laisser sur le bord du chemin ces petites entreprises qui sont en grande souffrance. Alors, nous aurons des ateliers avec des experts comptables, de plus avec l'ARACT, qui est l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, parce qu'il y a aussi le mental, le moral, comme l'a dit tout à l'heure la personne qui est intervenue. Les petites entreprises, elles sont très touchées par cela, elles sont psychologiquement très touchées également. Donc, il y a un vrai travail à faire, notamment avec une coach professionnelle. Et puis aussi, vous aurez la DGFIP qui va intervenir avec la CGSS, notamment au niveau des recouvrements des entreprises, puisque ces entreprises croulent sous les difficultés des charges sociales et fiscales. Donc, il nous faudrait des moratoires qui soient acceptables et viables pour les entreprises. Donc, la CGSS va intervenir également donc, pour les recouvrements. Et puis, l'IEDOM, dans le cadre de la médiation du crédit. Et enfin, les 60 000 rebonds également. Alors, les entreprises, on doit pouvoir dédramatiser au regard des difficultés que nous rencontrons, les écouter, c'est la première chose, et leur apporter tous les conseils nécessaires pour pouvoir rebondir. Donc en fait, ça permettra d'avoir une réelle collaboration, on va dire, entre les institutions et les commerçants. Est-ce qu'on pourrait, selon vous, améliorer cette communication? Est-ce que peut-être que Madame voudra réagir sur le sujet qui est sur le plateau, Madame Laporte? Mais comment on pourrait améliorer en fait cette collaboration entre les institutions et les commerçants? Voilà, alors mais c'est tout l'objet de cette conférence assortie d'ateliers sur tous ces problèmes-là. C'est d'abord écouter, aider l'entreprise à gérer son stress face aux difficultés, et puis obtenir des moratoires sociaux et fiscaux, mettre en place un plan d'action. Ça n'est pas une conférence toute simple, c'est vraiment aller au fond des choses et aller auprès de toutes les instances qui s'exprimeront mercredi prochain, donc dans 48 heures, et puis faire en sorte que nous trouvions des voies et moyens pour aider réellement, concrètement, ces entreprises en difficulté. Avec toutes les interventions qui seront faites, nous entendons donc arriver à donner un peu d'oxygène à ces entreprises et leur trouver des solutions. Soit ça peut être déjà un diagnostic de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Où sont les failles? Et que peut-on, nous, à Cap Excellence, avec nos partenaires, apporter des solutions qui soient pérennes et bien comprises. Donc, nous voulons être pragmatiques et nous voulons agir efficacement dans l'intérêt des entreprises. Donc, c'est ce mercredi 11 décembre, entrée libre, mais bon, j'imagine que je ne sais pas si tous les entrepreneurs pourront venir. Peut-être qu'il y aura d'autres manifestations que vous allez enclencher, parce que bon, c'est un sujet qui est quand même... on va dire important pour les entrepreneurs. D'avoir ce type d'initiative, c'est bien, mais ça, c'est sur une journée. Donc, il faudrait pouvoir les multiplier, j'imagine. Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas la première réunion en l'espèce, ce n'est pas la première rencontre. En période de Covid, j'avais déjà initié ce type d'échange et qui a été très apprécié du monde professionnel, du monde entrepreneurial. Donc, nous ne faisons que continuer. Et il y aura toute une série de conférences, de réunions qui se tiendront en place, mais de manière personnalisée, parce que c'est important. Le problème d'un chef d'entreprise n'est pas forcément comme celui d'un autre. Donc, on doit pouvoir écouter, diagnostiquer et puis apporter des réponses avec les organismes dédiés qui nous accompagneront de manière pérenne. Et puis aussi voir avec les banques comment on peut assouplir un peu ce système de remboursement, de découvert, etc. C'est ce que nous allons mettre en place, mais nous sommes donc à la deuxième réunion en l'espèce et nous comptons en engager de nombreuses pour pouvoir arriver à satisfaire toutes les entreprises en difficulté qui s'adresseront à Cap Excellence dans le cadre du développement économique et des difficultés qu'elles rencontrent.
D'accord. Merci Madame Piquion pour votre participation donc à cette émission. Je crois que Madame Laporte voudrait juste réagir rapidement sur la question. Oui, merci. Rapidement, mais de façon quand même assez importante, puisque je félicite l'initiative de Cap Excellence, puisque les petites entreprises, nous recherchons justement à avoir un droit de parole pour pouvoir exprimer cette souffrance que l'on vit au quotidien. Et je déplore le fait que ce ne soit pas la CCI qui soit l'initiative de cette manifestation, puisque c'est quand même, ça fait partie de leur prérogative que d'être là. Je pense que notre problème, pour que ce soit réglé, solutionné de façon à long terme, on doit considérer que la France s'est targuée de faire de la publicité pour dire que les artisans et les TPE sont les premiers employeurs nationaux, parce qu'effectivement on emploie peut-être 1, 2, 3, 5 personnes, mais nous sommes une multitude, donc nous avons quand même plus de force que des grandes multinationales qui emploient parfois 5 ou 10 000, mais nous, dans le nombre, on est quand même beaucoup plus conséquent. J'attire l'attention en fait sur les politiques. J'aurais bien voulu savoir s'il y avait des politiques qui seraient là. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'octroi de mer donc génère un certain flux d'argent au niveau de la région qui réinjecte, d'accord? Il faut savoir que si donc nous, notre économie baisse, la région n'aura plus les mêmes dotations. Je me pose la question, je ne fais pas du tout de politique, mais je me pose la question, pourquoi les régions d'outre-mer ne sont pas dotées de la même façon, de la même juridiction que les régions en France? Pourquoi la région outre-mer, pourquoi les régions outre-mer? On est dans un quasi-autofinancement. Pourquoi? Parce que la région attend que les entreprises, les petites entreprises achètent à l'extérieur pour payer l'octroi de mer, pour réinjecter. C'est insensé. On est dans un quasi-autofinancement. Oui. Donc je me dis que là, les politiques doivent faire quoi? Moi, ce que je propose comme solution, c'est 2 choses. La première, c'est de mettre la Guadeloupe, la Martinique en zone franche. On n'a pas besoin de faire de négocier avec l'État des pécadilles, de leur dire oui, baissez-nous un petit peu la TVA, donnez-nous un peu. Non, il faut arrêter, parce que si on baisse l'octroi de mer, si on supprime l'octroi de mer, effectivement, on met à mal la région, le conseil régional. Donc non, c'est pas possible. Donc on doit négocier. Les députés sont où? Où sont nos députés pour nous défendre? Est-ce que moi, j'en ai jamais vu aucun dans ma boutique? Aucun n'est venu à Pointe-à-Pitre ou partout dans les entreprises pour dire quels sont vos problèmes? Comment pouvons-nous créer quelque chose? Quelle est la loi que nous pourrions créer spécifiquement pour... voilà. Et la deuxième chose, c'est développer le tourisme. Parce que nous sommes sur l'île la plus belle au monde, je ne cesse de le dire. Nulle part ailleurs, sur un aussi petit territoire, on a une aussi grande biodiversité. Nulle part ailleurs. Nous sommes sur un diamant brut que certains sont en train de tailler, mais nous avons besoin de faire plus. Comment se fait-il que Saint-Martin, côté hollandais, reçoive, j'ai regardé ce matin, 1 700 000 croisiéristes en 2022-2023. 1 700 000 croisiéristes. Ça fait rêver. Il faut tout repenser, j'imagine. Il faut tout revoir, et il faut surtout que les politiques... Pour en parler. Il faut surtout que les politiques se battent pour nous, parce que c'est nous qui créons la richesse, c'est nous qui payons leurs postes, et donc c'est à nous qu'il faut entendre. Et donc je remercie vraiment Cap Excellence de nous donner ce droit de parole, donc, ainsi que votre émission. Merci avec beaucoup. Grand plaisir. Donc le mercredi 11 décembre à partir de 9h, voilà, vous serez là, l'entrée est libre et gratuite, et vous pourrez sûrement parler à tous les intervenants qui seront là. On va faire notre deuxième poste publicitaire et on revient tout à l'heure avec Gilbert Coco et Marilène Ferdi pour la suite du ZCL. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL et nous allons continuer avec nos invités qui sont sur le plateau. Donc, Monsieur Gilbert Coco, guitariste, musicologue, écrivain. Il va nous parler de son concert qui aura lieu samedi 14 à l'Archipel, donc à la salle Jenny Alpha. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Et on va faire un petit bilan du rag avec Marilène Ferdi, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Bienvenue Marilène. Merci. On va lancer le générique et on revient tout de suite avec elle. Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Alors Marilène, on est de retour après le rag. Comment ça s'est passé, ce rag? Alors, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, les gens étaient contents.
Ils étaient satisfaits. On a eu beaucoup de retours. Alors c'est vrai qu'on a changé l'objectif. L'objectif a beaucoup évolué suite au bilan de la première édition, où cette année on s'est dit on est plus dans la découverte des métiers. On a vraiment accès et je me suis un peu inspirée d'un voyage que j'avais fait à Lyon pour découvrir ce qu'on appelle les World Skills. Les World Skills, c'est une compétition mondiale des métiers. Et donc je me suis dit, cette année, on va faire un salon immersif où les gens vont découvrir des métiers, mais en étant en immersion. Et contre toute attente, ça a marché. Donc, on a maintenu le principe des coopérances, comme on a vu à l'écran, puisque ça, c'est toujours important en termes de suite de parcours. Mais la découverte des métiers, ça a été quand même un gros temps fort. Et à notre grande surprise, les exposants, donc les structures de formation qui ont participé, ont pris aussi beaucoup de plaisir et ça a été une expérience extraordinaire pour eux. Je prends l'exemple de l'IIT de la Guadeloupe avec le BUTMMI où ils ont fait des superbes capsules vidéo de micro-trottoirs et où on voyait les jeunes courir partout avec leur micro et voilà. Et c'est vrai, le point d'orgue, ça a été ce fameux masterclass que beaucoup attendaient sur la thématique de l'intelligence artificielle. Alors, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de monde. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont venues? Alors, on va retirer les exposants, on va retirer les intervenants, on va retirer les personnes qui ont été invitées au dernier moment, on va retirer les personnes qui sont venues. On retire beaucoup, hein. Voilà, on va retirer tout ça. On est aux alentours de 1200. Ah, quand même, malgré tous ces moins. Pourquoi? Parce que le gros contingent, ce sont les établissements scolaires. On a eu 11 établissements, alors universités confondues. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un événement très particulier qui est sur invitation, mais qui n'est pas ouvert à tous, puisque derrière cet événement, on cherche à cibler des établissements, puisque le but pour nous, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes, d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de chefs d'établissement qui s'emparent de la question de l'audiovisuel, puisque nous, on cherche à développer la filière. Est-ce que ça a suscité des vocations déjà? Alors oui, ça qui est intéressant. Alors il y a une nouveauté cette année, alors ça c'était assez rigolo, c'est qu'au début on était parti sur 3 collèges. On est parti sur 3 collèges qu'on a invités et au final de compte, on en avait 6. D'accord. Là, c'est pour vous donner un exemple. Et donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant, après, et on a eu raison d'aller sur ce fameux salon immersif, on est en train de faire la tournée des établissements pour mettre en place des projets. Quels vont être les objectifs de ces projets avec les établissements qui sont venus, qu'on a ciblés? Le premier projet, ce sont des projets qui ont pour vocation d'accompagnement à l'orientation professionnelle sous les métiers de l'audiovisuel et les industries culturelles et créatives. Alors, ça va de la 3e, donc les jeunes des collèges de 3e qui sont venus les orienter sous des établissements qui pratiquent l'audiovisuel. Mais c'est aussi un travail que l'on fait avec la DAC, la Direction des Affaires culturelles, qui représente le ministère de la Culture, qui finance les options, puisqu'il y aura un travail aussi qui sera fait à l'intérieur, à travers ces projets de découverte des métiers, de rencontres avec des professionnels, mais aussi de la pratique. Alors, je reviendrai plus précisément, bien sûr, de tous ces projets. Mais il y aura des ciné-clubs, dont par exemple, tous les partenaires qui travailleront sur ces projets auront droit aussi à des ciné-clubs qui seront financés entièrement par le campus. C'est très bien ça. Donc ça a répondu totalement aux attentes espérées, on va dire? Oui, ça a répondu totalement à nos attentes. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, cette fois, on va prendre le temps cette année pour pouvoir transformer ça, travailler avec eux, avec ces établissements, les accompagner et essayer de mettre en place, adapter certains diplômes. Je vais prendre un simple exemple. De façon récurrente, on nous dit, je prends un exemple, il n'y a pas assez d'électriciens de cinéma. Donc éclairagiste, c'est adapter les diplômes. On sait que l'éclairagiste, c'est avant tout un électricien. On sait qu'il y a 5 établissements qui font cette formation d'électricien en bâtiment. C'est aussi voir comment on peut adapter via une formation complémentaire post-bac, une mention complémentaire pour leur donner ces compétences, de telle manière que quand il y a des tournages et qu'il y a un besoin d'électricien,
on puisse faire appel à ces électriciens qui sont avant tout électriciens du bâtiment, mais à qui on a donné une autre compétence. Spécialisation. Alors, pas que dans le cinéma, puisqu'on est en transversal de façon systématique, cinéma, spectacle vivant, événementiel et bien sûr télévision. Donc ça permettra d'ajuster en fait les formations et d'être au plus près du besoin du territoire. Exactement, c'est bien résumé. De répondre aux besoins, mais de ne pas aller on est sur des petits territoires d'une année à l'autre. Les besoins ne sont pas les mêmes, donc ça permet d'apporter de la souplesse à l'offre de formation. Donc il y aura un troisième RAG. Oui, mais alors ça, on en reparlera tranquillement. Bon, on se donne rendez-vous mercredi pour l'Actu Campus. On va parler de Parcoursup. Voilà, Parcoursup, c'est bientôt. C'est bientôt. Donc on repart. Donc toujours pareil, on va accompagner, je commence à dire paradoxalement, les parents. Oui. Les étudiants, les élèves, les demandeurs d'emploi, parce qu'on sait que c'est une phase qui est particulièrement délicate. D'accord, merci Marilène, en tout cas. Plaisir partagé. On va terminer avec non moins grand monsieur, donc oui quand même, on va dire ça. Donc 1m75. Hein 1m75, 76. C'est mieux que moi je fais 1m59, donc on parle de... Monsieur Coco, donc guitariste, musicologue, écrivain, donc qui est quand même une personne de talent, on va dire, qui aura un concert donc samedi à la salle Génie Alpha, donc à l'Archipel. On va parler un peu musique, un petit peu de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a attiré par la musique, la guitare, la musicologie, qui est quand même très spécifique? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, mais juste avant d'en parler, j'aimerais quand même souligner par ce que je viens d'entendre, mon admiration pour cette démarche. Parce que quand j'étais scolaire, on n'avait pas droit à toutes ces notions-là. Et je vois les efforts qui sont faits, qui sont consentis pour que le mot culture soit mis en exergue. Parce que tout le monde sait que la culture est la vitrine de pays. Et je suis enchanté d'entendre tous ces... Je dis bravo, j'applaudis à 10 000 mains. Et je suis enseignant aussi, je suis dans le domaine retraité, mais je continue à collaborer aussi avec la DAC plutôt. Et donc ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Et j'aimerais en savoir plus et je serai vigilant sur la suite. Alors maintenant... Rendez-vous mercredi pour la suite. Je serai vigilant pour la suite. Alors, j'ai été séduit par l'instrument, la guitare en l'occurrence, lorsque mon frère aîné, Christian, est parti quelques années auparavant en métropole. Et étant revenu à la maison, on a sorti la sienne et a commencé à égrener des accords. Alors, tout de suite, ça a été le flash. Oh là là, surtout qu'il en jouait bien. Il en joue encore. Il est encore là, c'est mon aîné de 6 ans, mais il joue encore. Évidemment, on n'a pas les mêmes moyens lorsqu'on prend les jeux. Je parle pour moi aussi. Mais ça a tout de suite fait un tilt dans ma tête. Et il n'y a qu'à l'école que je n'emmenais pas après lorsque j'en ai fait l'acquisition. Mais voilà, donc c'est parti. Et puis, avant d'être guitariste, j'étais un petit peu percussionniste parce que je participais aussi avec des petites boîtes à clous, des petites boîtes avec les semences de cordonnier et tout ça pour faire les percussions. Mais après, sérieusement, je dis, bon, cet instrument-là, c'est pour moi. Et mon frère a bien voulu, avec l'aide d'un cousin malheureusement disparu, que je vais quand même nommer, André Babeux, surnommé Gerno, ils m'ont initié. Et à titre posthume, merci Babeux et cause, je l'appelais Joe, et merci encore à mon frère aîné qui est là, s'il m'écoute. Et voilà, donc je suis devenu musicien par ces personnes et suite justement au retour, comme je viens de le dire, c'est l'instrument qui m'a fait flasher. Est-ce que vous avez eu des influences majeures, que ce soit dans la musique caribéenne ou d'autres styles musicaux? Est-ce qu'il y a des notes, on va dire, oui, alors j'ai commencé par la musique, on va dire, typique, même si je me suis un petit peu frotté à quelques amis. Bon, il y en a, ils sont tous partis malheureusement, qui revenaient de métropole avec le style yéyé, on va dire à l'époque. C'était les Beatles, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, les Chats Sauvages et mon ami
défunt, parti, Georges Roclore, lui, arrivé avec sa guitare très moderne, c'était une écho pour ceux qui connaissent, et en train de jouer du yéyé et tout. Moi, je ne savais pas, je ne pouvais pas, j'ai pas appris comme ça. Mais simplement, j'ai eu aussi l'avantage d'être un bon, selon eux, et un petit peu selon moi aussi. Oui, il faut le dire, voilà. Très on va voir modestement. quelques images, justement, voilà, qu'on a pu récupérer pour petit extrait musical. D'accord. Je considère que le racisme de la part de l'homme blanc est une énorme abomination planétaire et intemporelle, sournoisement instituée, qui vise à considérer et à traiter l'homme de couleur comme un sous-homme, voire comme un animal, et ce, tant moralement que physiquement. À mon sens, il relève d'une réelle débilité. Moi, homme noir, affirme que ce racisme génère une violence morale sous forme de haine, mépris à travers propos, règles, lois, attitudes, tout ce qui provoque ce mal en moi intérieur qui me détruit tant psychologiquement qu'intellectuellement. Voilà quelques images. Est-ce que, en tant que musicologue, parce que vous êtes musicologue, vous pouvez nous parler de votre perception de l'évolution de la musique caribéenne au fil des décennies, peut-être l'héritage qu'on a pu avoir africain sur nos musiques, l'évolution, où est-ce qu'on en est maintenant, votre point de vue? Alors, il y a une évolution certaine. Et maintenant, ce qui, à mon sens, n'a pas bougé, reste le dénominateur commun, le socle. C'est l'aspect rythmique. Hein, nous sommes tous originaires d'Afrique et tout l'héritage africain en termes de percussion. Dans les Caraïbes, on retrouve ces tambours qui sont appelés de diverses manières. Mais en fait, la percussion reste ce qui va relier le brésilien, le jamaïcain, le guadeloupéen et tout ça. Donc de ce point de vue-là, j'assimile ça un petit peu au battement cardiaque de l'homme noir, quelque part. Maintenant, du point de vue mélodique harmonique, il y a eu quand même une évolution. Donc justement, la transition est faite. Et ce que je produisais en débutant avec mes amis, mes oncles et copains avant, eh bien, ce n'est plus du tout là. Déjà en termes de sonorité aussi, hein, quand même, il faut dire, hein, surtout les sonorités, parce que la musique, le système occidental fait que 12 notes restent 12 notes. Et puis on les déploie, on les organise, c'est comme la cuisine, hein. Tout à fait. On utilise selon. Mais il y a des apports. On voit Kassav, par exemple, qui a su exploiter l'apport américain, outre-Atlantique, aussi en termes de cuivre, en termes de sonorité de guitare, de basse, ce qui a donné Kassav. Mais les notes n'ont pas changé en elles-mêmes. Il s'agit tout simplement de les gérer, tout simplement. De les mettre à sa sauce, de les mettre à sa sauce. Sa patte, on va dire, son énergie. Oui. Et j'en profite pour dire justement que j'aime bien ce petit dicton-là. Vieux canari qui a fait bon soupe. Toujours. Alors les gens que je vais inviter, enfin qui viendront, vont me faire accorder le privilège, l'honneur et le plaisir de venir nous écouter, eh bien, ils vont se rendre compte que le répertoire, il fait de 70-80% de composition, mais les 25, les 30-20% restants sont des standards un petit peu arrangés, comme nous disions tout à l'heure, arrangés à notre sauce. D'accord. Voilà. Donc samedi, il y aura un peu tout votre répertoire, ou vous avez dit 60%? Au moins 70% de composition. Donc les gens n'entendront pas des choses qu'ils ont déjà entendu, à moins déjà d'avoir écouté par-ci, par-là le trio, dans telle formule auparavant. Sinon, le reste, ce seront des morceaux adaptés à notre sauce. Donc là, vous êtes en quartet. Est-ce que vous pouvez nous parler des artistes qui seront avec vous sur scène? Alors, je serai entouré de Jean-Claude Damprobe à la basse, qui est aussi un guitariste, hein, sur la place, mais qui me fait l'amitié et l'honneur de me tenir la basse. Et Raymond Grégo à la batterie,
Et il y aura aussi, alors ça c'est ma formule de base, trio de prédilection, mais j'ai voulu y associer Sandra Jean-Charles au chant et puis les chœurs et tout, voilà. Donc ça fait un cocktail que je trouve sympathique. Donc on pourra venir sympathiquement samedi. Tout à fait. À partir de 20h. Donc voilà. À l'Archipel, il reste encore des places. Il reste encore des places, oui. Maintenant, c'est vrai que c'est la salle Génie Alpha. Oui, c'est pas la grande scène. Et donc, il faut passer pour nos derniers moments, c'est vrai. Oui, on est lundi, donc il faut y aller. Voilà. S'il reste encore des places, c'est prendre les dernières places qu'il y a. Voilà. En tout cas, merci d'être venu nous parler de votre parcours, même si c'était un peu rapide. Oui, je reviendrai. Il faudra revenir pour parler de la musique en Guadeloupe et de l'évolution. Ça pourrait être intéressant d'avoir l'aspect pédagogique, puisqu'on n'en a pas parlé. Oui, il y a faire le lien. Voilà. Je ne sais pas. J'ai compris. Tu comprends? T'inquiète pas. On a une discussion, mais la connexion est faite. D'accord. Donc tu as bien senti le truc. La connexion est faite. Merci de m'avoir invité en tout cas. Avec grand plaisir. On va terminer avec un dernier sujet qui nous parlera de. On va rester dans le domaine de l'aviation avec Air Caraïbes qui a fait une conférence de presse et on voit ce reportage avant de terminer l'émission. Justement, monsieur le juge du tribunal de commerce, à l'époque, bien entendu, nous avons mis les moyens qu'il fallait pour que cette société puisse redémarrer, pour que les avions puissent repartir. Entre-temps, bien entendu, il fallait faire partir, ce sont des détails techniques, mais qui ont leur importance, parce qu'à un moment donné, et très souvent, je recevais des coups de fil, des gens qui sont devant le comptoir. Le président, qu'est-ce qui se passe? Aussi le président de la collectivité est au courant de la gestion quotidienne des rentiers. Président, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Là, on vient d'annoncer que je ne peux pas partir aujourd'hui pour différentes raisons. Je suis en train de dire que je gère une collectivité, je ne gère pas une société. Donc, tout ça, effectivement, a contribué à ternir un tout petit peu l'image de notre société pour des raisons techniques qui peuvent s'expliquer. Mais effectivement, on a pris le taureau par les cornes, on a pris les bonnes décisions qui fait qu'aujourd'hui, l'avion vole et demain, je peux dire, nos avions vont voler parce que les retours d'une partie de la flotte est annoncé. Peut-être les techniciens vous diront davantage. Parce que nous avons confiance dans notre société, dernièrement, nous avons fait voter une délibération où nous allons encore à nouveau injecter, nous avons commencé à le faire, 4 millions dans la société pour assurer sa stabilité. Nous sommes pas, nous sommes les actionnaires principaux, mais nous ne sommes pas dans la gestion quotidienne pour l'heure de la société. Donc nous faisons confiance ici de l'an, vous savez que ce n'est pas le cas, donc on va revoir la copie. Voilà, donc pendant cette conférence de presse, on a eu l'annonce de réductions, en tout cas on l'espère, qui seront efficaces, efficientes pour nous permettre de voyager dans la Caraïbe. On a conclu notre émission, on va revenir donc sur les différents invités que nous avons reçus aujourd'hui. On y a parlé avec Sabrina Robin du Noël en famille, donc qui aura lieu samedi 14, donc à la Mahaudière, Anse-Bertrand à partir de 9h, village artisanal, visite guidée, promenade en charrette à Cabri, pas à Bœuf, et jeux traditionnels avec aussi un show artistique pour finir la journée, donc l'occasion de passer une journée en famille pour préparer Noël au mieux. On a avec Liliane Piquion et Florence Laporte parlé des difficultés des entrepreneurs et notamment de ce séminaire Cap Business qui aura lieu mercredi 11 novembre pour permettre aux entreprises de rebondir, d'avoir les éléments justement sous forme d'atelier pour pouvoir mieux répondre à leurs difficultés. Donc c'est mercredi, c'est libre et gratuit. On vient de voir avec Marilène Ferdi donc le bilan du RAC, donc les rencontres de l'audiovisuel qui ont eu lieu en novembre. Et on vient de terminer avec Monsieur Gilbert Coco, donc qui nous invite
à venir voir son concert samedi 14, donc à l'Archipel, à la salle Génie Alpha. Il reste encore des places, mais ne tardez pas trop pour prendre vos billets. Voilà pour les invités. Au niveau de l'actualité, on a parlé du vol de l'inauguration de la Caribbean Airlines, donc qui permettra de multiplier les options pour visiter la Caraïbe. On vient de parler avec Air Caraïbes aussi justement de la réduction qui va mettre en place à partir du mois de janvier. On a aussi parlé avec le président de la CANBT du communiqué concernant les comptes de la commission des comptes, la réaction du président qui nous a parlé justement des différentes options qu'il mettra en place pour équilibrer le budget. Il était aussi question du Noël Cacado et du marché donc, qui a eu lieu. Différentes manifestations, c'est pas fini encore sur Vieux Habitants. Noël est en route. J'espère qu'on ne prend pas la goutte, n'est-ce pas? Parce que c'est important. On se rappelle quand même que le week-end a été malheureusement meurtrier. Donc faites attention sur la route, s'il vous plaît. Ne buvez pas en même temps qu'on conduit. On termine notre émission qui était faite avec Jordan. Il est 14h01. On se retrouve demain pour le ZCL.